Al24, toute l'actualité du continent africain, c'est maintenant. Merci d'être des nôtres et sans plus attendre, voici vos titres du jour. Relever les volumes des échanges commerciaux pour conquérir le marché africain. Telles sont les ambitions de la Tunisie et la Libye. La présentation de cette alliance économique et stratégique a été déclinée lors de la rencontre du jour à Misrata. Les détails dans quelques secondes. Affaire des soldats ivoiriens, en dépit d'une conclusion heureuse pour toutes les parties, il s'avérerait que l'ONU revient sur sa version. Ils auraient bien pénétré l'espace terrestre malien sous mandat de la MINUSMA. Pourquoi donc un tel mystère autour de cette histoire? Notre invité de ce soir tentera de nous éclairer. Et puis un hommage ce soir, 62 ans après sa disparition crapuleuse par le colonialisme belge. Les mots de Patrice Lumumba résonnent plus que jamais pour tout Africain épris de liberté et de justice. C'est votre portrait du jour et c'est en fin d'édition. Comme je vous le disais, coopération économique pour l'entame de notre rendez-vous entre deux voisins, une solidarité stratégique aussi. La Tunisie et la Libye veulent augmenter le volume des échanges avec une éventuelle pénétration en amont vers les pays africains. C'est avec ces ambitions quantitatives en tout cas qu'est organisée la première édition du salon tuniso-libyen pour le commerce et l'industrie. Les détails avec Mohamed Walid Ben Chaban. Le volume global des échanges commerciaux tuniso-libyens est à hauteur de 3 milliards de dinars tunisiens. La Tunisie espère que les échanges atteindront les 4 milliards de dinars. Pour mieux conquérir le marché africain, Tunis et Tripoli aspirent à élargir davantage leur coopération dans de nombreux domaines. Dans un espace purement économique, la ville libyenne de Misrata accueille le premier salon tuniso-libyen du commerce et de l'industrie. Cette manifestation constitue l'un des plus grands rassemblements d'entrepreneurs et investisseurs des deux pays. L'organisation de cet événement est le fruit d'un certain nombre d'initiatives précédentes. La ville de Misrata va jouer un rôle essentiel dans l'économie de la région grâce à son port commercial, considéré comme l'un des ports les plus dynamiques et une zone franche qui permet aux investisseurs de bénéficier de nombreux avantages. Le chef du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Dbeiba, assure que son gouvernement œuvre à régler les difficultés entravant la coopération bilatérale et se dit prêt à rembourser prochainement les différentes dettes contractées auprès de la Tunisie. Conscient des enjeux et défis du marché africain, la zone de libre-échange continentale africaine pourrait permettre à la Libye et la Tunisie de diversifier leurs économies, ce qui permettrait également de générer davantage d'opportunités d'emploi, renforcer la résilience et le développement durable, diversifier les exportations et élargir la gamme des importations tout en protégeant les secteurs stratégiques. La Libye, on en parle encore. Hier s'est conclue la réunion entre les deux parties majeures libyennes à Tripoli sous l'égide de l'envoyé spécial Abdoulaye Bathily, tenter de réconcilier tous les protagonistes du pays, synonyme d'un cessez-le-feu et le défi essentiel avant d'asseoir une feuille de route politique avec un socle constitutionnel. Et justement, quelles ont été les conclusions de la rencontre d'hier? Monsieur Abdoulaye Bathily s'est en réalité rencontré a rencontré les deux délégations faisant partie de la commission militaire mixte. La commission se nomme 5+5 en vue de maintenir le cessez-le-feu entre les deux régions libyennes et d'unifier les forces de sécurité. Il faut rappeler aussi que la Libye n'a pas réussi à tenir les élections présidentielles prévues le 24 décembre 2020. Et donc l'objectif de M. Bathily, c'est aussi de rapprocher à la fois les partis sécuritaires et politiques en vue à la fois d'organiser des élections et de s'entendre sur une base constitutionnelle acceptable par les deux partis, mais aussi de maintenir le cessez-le-feu et d'unifier les institutions libyennes.
On l'observe depuis pas mal de temps, l'instance onusienne réinitialise avec la présence d'Abdoulaye Bathily une procédure selon le droit international pour mettre en place un cadre de dialogue entre toutes les parties libyennes. Or, malheureusement, ce type de table ronde, en vue de la paix, ont essuyé des échecs par le passé. Quels seraient concrètement les obstacles à la paix en Libye? Les explications encore avec le géopolitologue Raouf Rah. Effectivement, les chances de succès de ce type d'initiative reste pour l'instant assez limitée. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. D'abord, le manque de volonté de certains acteurs libyens, à la fois à l'ouest et à l'est, mais aussi les interférences de certaines puissances internationales qui tentent d'imposer leur agenda en Libye. Et peut-être troisièmement aussi, la conséquence de la dernière guerre, ce qui est appelé la bataille de Tripoli, qui a laissé des traces importantes et qui a opposé le maréchal Haftar aux milices portant allégeance au gouvernement de l'Ouest mené par M. Abdelhamid Dbeiba. Et du nouveau, souvenez-vous de cette affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali. Eh bien, il s'avère que c'est bien dans le cadre de la MINUSMA, mission de maintien de la paix au Mali, qu'ils auraient été dépêchés dans le pays et à la demande du contingent allemand, ce qui explique les attaques à l'époque de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, contre le gouvernement de transition d'Assimi Goïta, suite à la condamnation par la justice malienne, puis relâchée dans un deuxième temps. Sauf que l'ONU, à l'époque, n'a jamais reconnu leur appartenance en laissant planer le flou. Un imbroglio onusien qui avait conduit à l'expulsion par Bamako du porte-parole de la MINUSMA moins d'une semaine plus tard, légitimement, ce qui a permis aux autorités de transition d'accuser les soldats ivoiriens d'être venus déstabiliser le Mali. Le feuilleton durera 6 mois, les Nations Unies appelant à leur libération sans jamais préciser clairement leur statut réel. Interrogé sur ces nouveaux éléments, le journaliste indépendant Massiri Diop nous aide à y voir un peu plus clair. Le président ivoirien même l'a reconnu, qu'il y a eu des manquements au niveau administratif. Donc c'est ce qui a causé un peu ce problème. Bon, le fait qu'il soit venu par le canal de l'Allemagne, ça aussi pratiquement on le savait parce que c'était une compagnie allemande qui avait assuré un peu leur transport. Donc d'une certaine manière, ils sous-traiter leurs services au contingent allemand de la MINUSMA. Primum inter pares, le premier parmi les pères, les militants anticoloniaux sacrifiés pour la grande cause. 17 janvier 1961, 17 janvier 2023, la République démocratique du Congo commémore en ce jour les 62 ans de la mort du tout premier, également premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, mort assassiné dans l'ex-province du Katanga. La lutte de cet homme devenu héros national quelques années après sa mort était dense et proverbiale, jusqu'au point qu'il fut considéré comme le symbole de la lutte anticoloniale. 62 ans après sa disparition, les vœux de Lumumba résonnent pas seulement au Congo, mais partout sur le continent. Un hommage signé Nelly Menzekar. Tout Africain a droit à une vie honorable, à une dignité sans compromis. 62 ans après, ces mots dans une lettre à son épouse et ce quelques jours avant son assassinat résonnent comme une cruelle actualité. Des mots qui flottent sous une terre toujours en proie à la violence. Le Congo ne semble pas trouver la paix depuis que son tout premier ministre, un certain Patrice Emery Lumumba, a trouvé la mort, assassiné dans l'ex-province du Katanga. Une lutte d'un homme qui inspirera tellement tous ceux qui voulaient en découdre avec le colonialisme. Lumumba fut le symbole de la lutte anticoloniale pour les générations à venir et dans nombreux pays de par le monde. Passage obligé avant, en l'occurrence pour un Congo prospère, uni et surtout indépendant, l'administration belge de l'époque a tout fait pour freiner l'élan de popularité d'une rhétorique qui portait la libération. Dans ses discours, il n'avait jamais cessé de dénoncer la balkanisation du Congo, un plan conçu depuis la nuit des temps par les colons qui voulaient maintenir coûte que coûte la manne des richesses comme le cobalt et le caoutchouc. La Belgique, par voie officielle, a reconnu avoir trempé dans son assassinat, lui et 2 de ses acolytes ministres l'an dernier. Des excuses présentées par le sommet de l'État belge et jusqu'au comble du cynisme ou de tact si européen, resituer une relique constituée d'une dent.
Mais à travers ce reste minuscule, à bien y regarder, on arrive tout de même à relire autrement l'histoire coloniale du Congo, voire de l'Afrique. C'est pourquoi Patrice Lumumba continue et continuera de jouer un rôle majeur pour ceux qui croient au destin de leur pays. Lumumba est cette fois inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de son pays au lieu de la soumission. Mais que représente ce grand militant aujourd'hui pour la société congolaise? Nous avons posé la question au militant et avocat congolais Aubin Kassongo. Aujourd'hui, en tant que Congolais, au-delà de Lumumba, parce qu'il n'a pas été assassiné seul, il a été assassiné avec ses fidèles compagnons, notamment Polo et Okito. Et donc aujourd'hui, nous exigeons et nous continuons le combat de Lumumba. Parce que de son vivant, il nous disait toujours, nous Congolais, nous Africains, que sans la lutte, vous n'aurez rien, ni aujourd'hui, ni jamais. Et donc, nous estimons que nous avons l'obligation de rester sous les lancers de Lumumba, celle de vouloir à tout prix exiger la souveraineté de notre pays, parce que nous sommes un pays souverain, qui fait que nous avons l'obligation de traiter d'égal à égal avec les autres nations de par le monde. Et c'est avec cette figure à la fois tragique mais aussi emplie d'espoir que nous conclurons notre rendez-vous de ce soir. Merci d'avoir été des nôtres en vous souhaitant une agréable soirée.